Donc là, on parle de Beckenbauer. T'es prêt? On est prêt. On a avec nous Albrecht Sontag, qui est professeur à l'ESCA à Angers, et qui a grandi en Allemagne, sous le règne de Beckenbauer, je le précise, et qui est aussi contributeur de la revue de l'After, ce qui est une autre de ses qualités. Albrecht, bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert. Bonsoir Daniel. Bonsoir Albrecht. Albrecht, c'est intéressant d'avoir ta vision à toi d'Allemand qui aujourd'hui vit en France, de ce que représentait Beckenbauer, qui a été joueur, entraîneur, dirigeant, consultant télé, qui a eu plein de vies et qui en fait a été une sorte de symbole de l'Allemagne d'après-guerre également. Je ne sais pas par quoi tu voudrais commencer. Mais toi qui es un enfant des années 60 de l'Allemagne, qu'est-ce qu'il représentait pour toi? On était, comme tu disais, un peu sous le règne. C'est pas pour rien qu'on lui a donné ce surnom de Kaiser qui trônait un petit peu au-dessus de tout. C'était ironique, mais c'était en même temps un sacré hommage à ce charisme naturel qu'il avait sur le terrain, et puis de plus en plus en dehors. Pour moi, qui suis né dans les années 60, tu l'as dit, j'ai grandi dans les années 70, on était forcément sous le charme. Je n'étais pas un grand fan, j'ai jamais été un grand fan du Bayern, mais j'étais impressionné à chaque apparition. Il y avait ce côté d'une élégance naturelle incroyable qui forçait le respect. D'ailleurs, lui non plus, je Puis, crois, au tout début de sa vie, n'était pas Bayern. Il était Munich 1860 quand il était alors, enfant. c'était logique, vu que Munich 1860 était le club dominant, en quelque sorte, celui où il fallait atterrir. Puis il y a eu cette fameuse histoire de la gifle, dont Ouais. on ne sait pas si elle est véridique En tout cas, ou elle fait pas, partie de la mais légende. C'est une gifle qui a fait qu'il soit devenu du Je Bayern. la rappelle, cette histoire, rapidement. Il voulait absolument, lui, intégrer le club Munich des années 60. Il était gamin. Et là, il fait un oui. match contre eux en disant je vais être repéré, ça y est. Puis en fait, Il se bat avec un gars. et il y a un gars qui lui met une baffe, un mec de Munich 1860 qui lui met une baffe. Et là, Beckenbauer se dit jamais j'irai dans ce club. Allez, au revoir. Et je vais chez le Alors, voisin en face. Voilà. oui, en gros, c'est pas vraiment le voisin, hein, c'est quand même très différent, mais c'était très clairement le club secondaire à ce moment-là. Et c'est la génération de Beckenbauer qui a retourné ça complètement. En 63, au début de la Bundesliga, c'était bien Munich 1860 qui était choisi pour représenter la Ligue régionale Sud, et le Bayern a patienté 2 ans avant de monter et de révolutionner la Ligue. Non, mais ce qui était super intéressant avec Franz Beckenbauer, je trouve surtout en rétrospective à partir d'aujourd'hui, c'est de voir à quel point il a incarné cette génération née juste après la guerre, qu'on ne pouvait pas culpabiliser avec ce qu'avait fait la génération de leurs parents, une génération qui était moins obéissante, qui a regardé ce qui se passait en mai 68. Il y avait un mai 68 en Allemagne aussi, qui n'en faisait pas partie, c'était pas un gauchiste étudiant du tout même. Mais c'était quelqu'un qui était moins obéissant, plus critique, qui avait plus de confiance en soi, qui voulait être pris au sérieux, qui se laissait pousser les cheveux. C'était quelqu'un de la méritocratie de l'après-guerre. Il y avait une mobilité sociale dans la République, et lui, il a introduit une grosse dose de modernité dans tout ça. On faisait grand cas du mode de vie de Günther Netzer, mais en fait, c'est Beckenbauer qui a révolutionné les choses. C'était le premier à avoir un vrai manager qui était très près de ses sous, qui déclarait clairement qu'on payait beaucoup trop d'impôts en Allemagne, qui a essayé de, de moins payer déjà pour commencer. Puis quand ça commençait à sentir le roussi, il est parti aux États-Unis. Il y a quelque chose, par exemple, dont on a peu parlé en 75, si ma mémoire est bonne. Il a publié une autobiographie qui s'appelait Einer wie ich, un mec comme moi, et qui a été l'un des bouquins les plus vendus dans tout le pays durant l'année, et qui était aussi une sorte de profession de foi d'un mec pro-moderne qui regardait de l'avant.
C'est très intéressant. Alors, tout à l'heure, on va parler du joueur avec Franck Leboeuf, parce que c'était l'idole de Franck. Oui, mais donc on va parler de jeu avec lui. C'est vrai qu'il était, là, c'est important ce que nous raconte Albrecht. Il était plus que joueur. Il y a pas mal de paradoxes. C'est une sorte de Johnny allemand, en fait. Parce qu'en fait, il est passé de gendre idéal parce que il y avait des joueurs qui effectivement avaient un côté un peu plus entre guillemets révolutionnaire, les Paul Breitner, Günther Netzer, ces mecs-là. Et lui, c'était, en tout cas, vu d'ici, moi, ce que j'en avais en tête, c'était le gars bien élevé, propre, très élégant sur le terrain, qui mettait pas un coup. Là, on disait que les Allemands avaient pas de style. Lui, il avait énormément de style. De ça, il est passé un peu au bon père de famille, le gestionnaire, comme tu l'as dit, le gars qui cachait pas qu'il aimait l'argent, qui avait signé par 2 fois, il était allé aux États-Unis. Une première fois, il était revenu à Hambourg, il était reparti aux États-Unis vraiment pour courir le cachet, parce qu'il tenait presque plus debout sur un terrain quand il est retourné. Déjà que même quand il est revenu à Hambourg, il était quand même déjà physiquement très diminué. Il a quand même gagné le championnat avec Hambourg. Absolument, en jouant pas beaucoup, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a quand même réussi à gagner à nouveau le titre avec Hambourg. Il y a plein de paradoxes dans l'idée qu'on se fait de lui finalement. J'aime bien le mot paradoxe, parce que il a quand même, bon, vous l'avez déjà dit, il a vécu je ne sais pas combien de vies dans ces 78 années qui lui étaient données, et il a dit aussi énormément de bêtises pendant ces années. Et je me souviens de plus d'une fois où on était légèrement embarrassé à trouver la dernière citation de Beckenbauer dans le journal. Il était engagé politiquement un peu quand même, non ? Politiquement, il était un peu engagé. Un mec de droite, quoi. C'était le Bavarois on dit pas de droite en Allemagne, on dit le centre droit chrétien. Là, c'est ça. Démocrate chrétien. Démocrate chrétien, c'est ça. On peut très bien dire de droite. C'était un mec de droite. C'était un homme issu de la petite bourgeoisie et qui voulait y appartenir. C'était bien ça. Et je me souviens comment il a, par exemple, traité le magnifique stade olympique qui représentait justement cette république de l'après-guerre transparente, plus légère, ouverte, justement. Il la traitait de terrine communiste. Donc, ça veut tout dire. Pour lui, le stade était de gauche. Le stade olympique était de gauche et ça ne pouvait pas durer. Et c'était lui aussi l'un des architectes, entre guillemets, de ce qui est devenu l'Allianz Arena. Bon, après, si on dit qu'il est l'incarnation absolue du football allemand, d'abord comme joueur, ensuite sélectionneur, on a récemment parlé de la mort de Mario Zagallo, qui a été, c'est hier, on en parlait, qui a été le premier entraîneur champion du, qui a été champion du monde, joueur puis entraîneur. Il y avait le deuxième, c'est Beckenbauer. Il reste plus que Deschamps, il a perdu les deux en une semaine. Ne lui sautons pas de mal, voyons, attention. Bien sûr. Donc il a traversé ça, donc joueur tout gagné. 3 Ligues des Champions, 2 Ballons d'Or. Je l'ai dit, les États-Unis, il revient à Hambourg, il est à nouveau champion d'Europe en 72. Des images marquantes de l'Allemagne 70, la demi-finale, le match de légende contre l'Italie. Il y a tout. Il y a la Coupe du Monde 74 contre Cruyff. Moi, je me souviens, c'était l'époque où tu avais un pays, un joueur. Brésil, c'était Pelé. Allemagne, c'était Beckenbauer. La Hollande, c'était Cruyff. La France, c'était Platini. On a l'impression, alors qu'on dit que c'est aujourd'hui que le foot est totalement devenu individualiste, qu'on parle d'individualité, mais en fait, même quand j'étais gamin, il y avait les gars qui étaient les stars de leur pays. Voilà, là, je viens de citer ceux-là. Tu écoutes Albrecht et Daniel, là, mais toi... Moi, je voudrais demander une précision à Albrecht. Comment on traduit Kaiser ? On ne traduit pas. Théoriquement, c'est l'empereur. Donc, l'empereur. C'est parce que le terme. Tu parlais de. Moi, j'ai jamais imaginé que c'était ironique en fait, de Kaiser. De Kaiser, c'était semi-ironique, semi-hommage. Le Kaiser, ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus, quoi. C'est un peu ça. Et il y en a beaucoup qui utilisent le terme le roi de ceci, le roi de cela, et on a placé Beckenbauer comme le Kaiser. Et puis il y avait dans le mot Kaiser, il y avait cette résonance un peu césarien, c'est bien de là que vient le mot, pour commencer. Donc il y avait ce côté César qui trône au-dessus de tout. C'était vraiment ces côtés aristocratiques qu'il y avait dans ces mouvements. Et son allure sur le terrain, c'est vrai que c'était un petit peu ça, quoi. Le gars toujours très droit, qui pour un défenseur, tu avais l'impression que lui, il n'allait jamais se salir. Normalement, on a l'image de cette demi-finale de Coupe du Monde avec le
le bras en écharpe. Là, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Tu peux nous raconter les coulisses de ça? Parce que c'est vrai que ça paraît incroyable aujourd'hui de se dire ça, quoi. C'était très simple, il avait sa luxation d'épaule et on ne pouvait plus faire de changement. Il serait sorti du terrain s'il pouvait y avoir des changements. Il a le côté héroïque parce qu'il revient comme ça. C'est ça, d'accord. Il n'y avait pas le droit au changement déjà. Mais encore en à fait, cette Attends, laisse Albrecht te raconter. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il a quand même réussi avec ce bras en bandeau. Il a quand même réussi à rester élégant. Faut le faire déjà. Après, il bougeait plus trop sur le terrain. Il pouvait pas, malheureusement. Il était un peu spectateur de la fin du match. Présent, je trouve. Quand on regarde le match, il était là, il tenait. Il était toujours moteur au milieu de terrain à l'époque. Il n'était pas libéraux en 70. Il était bien au milieu de terrain. Oui, il était milieu de terrain à l'époque encore avec l'Allemagne. Et il est resté dynamique avec son bras en bandoulière. C'était étonnant aussi. Et évidemment, ça fait partie de l'iconographie du football allemand. Personne ne peut ignorer cette photo du mec complètement épuisé, mais qui tient son poste et qui reste dans le match. Alors, ce que je voudrais peut-être souligner, quelque chose qu'on sous-estime peut-être un petit peu, c'est aussi que c'est un mec qui savait qu'il devait tout au foot et qui voulait bien le rendre aussi. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez charmant dans la personnalité, c'est ce sens de la responsabilité. Il avait aucune vocation à devenir entraîneur. Il n'en avait jamais fait un mystère, c'était pas vraiment son truc. Mais en 1984, après l'Euro en France, qui était complètement raté du côté allemand, on l'a comme appelé à la rescousse et il a dit ok, je peux pas dire non, c'est pas possible. Et donc on lui a inventé un titre puisqu'il n'avait pas le certificat, le diplôme d'entraîneur. On lui avait inventé un titre encore un comme Kaiser. Il était tout d'un coup le team chef et il a fait ça pendant 6 ans. Mine de rien, c'est pas rien non plus. Et en 2 ans, il a quand même réussi à tirer une équipe assez limitée vers le haut. Il les a d'abord emmenés en finale en 86. Bah oui, après, il y a l'Euro 88 qui est pas bon et champion du monde 90. C'est juste hallucinant. Aussi, moi, je pensais pas qu'il était resté 6 ans sélectionneur. Je crois qu'il avait été. L'Euro 84, il y a une cata. Derwal, qui était déjà le sélectionneur en 82. En Allemagne, à l'époque, ils gagnaient tout le temps tout. Ou en tout cas, ils étaient en finale. Donc l'Euro 84 est tellement terrible que en Allemagne, c'est affreux. Et hop, il vire l'entraîneur et il l'appelle à la rescousse comme si la sélection était en péril, tu vois, juste pour une compète ratée. Et en Allemagne, à cette époque-là... Il y a aussi je veux dire, le sens de la responsabilité, ça se reflète aussi dans ce qu'il a fait pour le Bayern. Quand le Bayern l'a appelé pour remplir le poste de président, il y avait la responsabilité envers des personnes comme Gerd Müller ou Hans-Georg Schwarzenbeck, ses anciens compagnons de route pour lesquels il avait un grand estime et qu'il ne laissait pas tomber. Et il y avait en 2000 pas une minute d'hésitation une fois que la Coupe du Monde avait été attribuée à l'Allemagne, de dire ok, je me tape ces 6 ans de promotion dans tous les pays, de serrer des mains. Il a beaucoup œuvré à l'obtention de la Coupe du Monde pour l'Allemagne. Excuse-moi. Obtention vérolée, on en a parlé tout à l'heure. Comme toutes les Coupes du Monde. Oui. On est bien d'accord. Beckenbauer a eu des problèmes suite à ça. Alors, Beckenbauer a pris très très mal. À titre personnel, tout ce qui s'est passé par la suite, avec les allégations quand même assez crédibles et plutôt avérées, comme quoi il y a eu des malversations, mais c'était l'une des raisons. Il n'y avait pas que la maladie, c'était avant la maladie qu'il s'est retiré de la vie publique parce que, je ne vais pas dire qu'il boudait, il était vraiment blessé, qu'on ait pu croire que lui-même se soit rendu coupable de quelque chose. Et c'est vrai, j'ai fait pas mal de recherches en 2000, 2001, 2002 sur la Coupe du Monde, comment elle était préparée, etc. Et toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé ont dit, vous auriez dû voir comment il descend de l'avion dans n'importe quel pays du monde et comment tout le monde aussitôt est sous le charme du mec et comment il parle avec les gens d'un naturel
Ils étaient tous complètement en admiration. Je me souviens bien, tout ce comité d'organisation disait sans lui, aucune chance qu'on aurait eu l'opportunité d'organiser ça. Voilà, donc il fallait Beckenbauer et quelques pots de vin et ça passe. Ça passe. C'était ça l'histoire. Je pense que les deux étaient importants, ouais, effectivement. Albrecht, merci de nous avoir raconté tout ça. C'est très intéressant de ton point de vue à toi de jeune Allemand de l'époque qui a suivi Beckenbauer et qui aujourd'hui est prof. En Allemagne, c'est quoi si on compare à la France, là, toutes les chaînes info, tous les grands médias, on ne parle que de ça? Je présume, mais comme je suis en France et très français maintenant, je ne suis pas devant les médias allemands, mais c'est clair que la totalité de ce que tu peux voir sur le web, des sites des grands médias, ils rendent hommage, hein, c'est clair. Et le chancelier s'est déjà exprimé et le président de la République s'est déjà exprimé, ça c'était évident. C'est quelqu'un qui compte dans la vie de cette nouvelle Allemagne, dans cette nouvelle République qui s'est formée dans les années 60, 70, 80, qui s'est cherché encore en quelque sorte. Il était quand même une figure extrêmement importante, je pense.